Bonsoir mon Lamine. Vous pouvez partager la vidéo. Voilà, bonsoir tout le monde. Bonsoir vous qui nous suivez en direct. Donc, un nouveau numéro de l'histoire de nos légendes. Alors, comme à l'accoutumée, aujourd'hui, nous allons recevoir Monsieur Madi Gassama. Donc, Madi Gassama, c'est le président de Alifsi. Donc, Alifsi, c'est... voilà, Alifsi, c'est voilà, l'alternative Île-de-France pour la solidarité et l'intégration. Alors, aujourd'hui, celui que nous allons recevoir, donc il est en train de nous suivre actuellement. Avant d'attendre un tout petit peu que les gens viennent, comme ça on l'envoie une invitation afin qu'on puisse démarrer l'émission, pardon. Voilà, bonsoir mon cher ami Mohamed Ahmad Djamé. Mohamed Djamé, bonsoir. Et bonsoir aussi à mon ami, mon frère, Mohamed Abdul Jalil Djabi. Voilà, donc je vous prie aussi de partager la vidéo en même temps, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà. Le temps qu'on permet à notre invité de s'installer, donc on laisse un tout petit peu la musique, la générique. Je serai le prochain invité de l'histoire de nos légendes, Mohamed Dialil. D'accord, il n'y a pas de problème. L'invitation sera à ton honneur. En attendant, je prie à tout le monde de partager la vidéo, vous qui êtes en train de nous suivre en ce moment. Donc, je vous demande de partager largement la vidéo. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, nous allons recevoir comme invité M. Madi Gassama, qui est déjà présent actuellement avec nous. Alors, le temps tout simplement de permettre aux internautes qui nous suivent de s'installer. Donc là, on est en train de patienter un tout petit peu avec la musique en même temps. Donc, le temps que je prépare aussi voilà, mes questionnaires en même temps.
Alors, voilà, donc sans plus tarder, nous allons démarrer l'émission. Monsieur Madi Gassama, j'espère que vous êtes prêt. Oh oui, merci beaucoup. Je suis prêt, oui. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, chers internautes, donc, comme vous le savez, aujourd'hui, nous allons recevoir M. Madi Gassama. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est le président et fondateur du mouvement Alifsi. Et par ailleurs aussi, actuellement, il est voilà, le président du mouvement politique voilà, MDSE, voilà, comme on le dit, Mouvement des démocrates sénégalais. Alors, bonsoir, M. Gassama. Bonsoir, Sanusi. Alors, je vous laisse voilà, saluer nos chers internautes qui sont en train de nous suivre actuellement un peu partout dans le monde. Bonsoir, chers amis, chers téléspectateurs. Je suis heureux aujourd'hui d'être sur ce plateau pour essayer de répondre aux différentes questions de M. Sanusi Diaby, que je salue au passage et que je salue surtout aussi l'initiative qu'il a prise. Donc, vraiment, ça fait plaisir quand même de voir des jeunes de Marsassoum, du Sénégal, prendre des initiatives à l'étranger pour vraiment aussi entreprendre pour réussir dans la vie, mais aussi pour informer l'opinion publique. Merci. Merci. Alors, bonsoir, M. Madi Gassama. Donc, voilà, je rappelle que M. Madi Gassama dit Abbas. Donc, comme beaucoup de personnes vous surnomment, donc c'est Abbas. Vous êtes né à Marsassoum le 20 septembre. D'ailleurs, demain, ça sera votre anniversaire en plus. Quelle coïncidence. Effectivement, quelle coïncidence, voilà, quelle coïncidence. J'attends j'attends vos... Ne pas faire attention à cela, donc je vais tout juste de voir ça. Donc, joyeux anniversaire alors. Merci pour l'anticipation, je reçois avec beaucoup de plaisir et merci beaucoup. Voilà, donc je rappelle que vous êtes fils de Abdoulaye Gassama, ancien maître d'arabe à l'école 1 de Marsassoum et aussi de Fatou Diallo, mère au foyer. Après avoir passé vos études primaires à l'école 1 de Marsassoum, vous êtes allé à Sédhiou pour poursuivre vos études secondaires. Donc, après l'obtention du brevet, donc, vous avez opté de poursuivre vos seconds cycles au collège Saint-Sarlouanga de Ziguinchor jusqu'en terminale. Alors, arrivé en France en 2002, non seulement vous avez poursuivi vos études supérieures à l'Université Paris 8 au CENAM, mais aussi vous avez participé dans plusieurs combats associatifs pour défendre les droits des étrangers. Aujourd'hui, sociologue, expert en droit des étrangers et spécialiste des questions migratoires, bien sûr. Alors, vous êtes aussi le président et fondateur de l'association alternative Île-de-France pour la solidarité et l'intégration, cycle Alifsi. Donc, grâce à vos combats associatifs en France, bien sûr, des centaines de migrants africains, maghrébins, chinois ont pu bénéficier le titre de séjour qui leur permet aujourd'hui d'accéder à l'emploi, au logement, à la formation, bref, à une vie digne. Alors, je rappelle que M. Madi Gassama, comme je viens de le rappeler aussi, vous êtes aussi le président du mouvement politique, Mouvement des démocrates sénégalais. Ce mouvement est né après votre départ du PDS, vos amis et vous. Par ailleurs, vous êtes aussi le coordinateur, vous étiez le coordinateur pardon, du PDS en France après la défaite du président Ouattara aux élections présidentielles 2012. Le mouvement, voilà, le mouvement des démocrates sénégalais
et aujourd'hui membre fondateur de la coalition Jotna, qui regroupe plus d'une vingtaine de partis et mouvements politiques, dont le PASTEF de Ousmane Sonko. Donc, vous avez quelque chose à ajouter sur la présentation? Vraiment, c'est parfait, hein. Je crois que vous avez tout dit. Vraiment, c'est un résumé, mais qui parle tout, hein, depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Bravo. Je vous dis bravo. Je vous dis bravo. Parfait, alors très bien. Alors, on va entrer dans le vif du sujet, M. Madi Gassama. Donc, est-ce que vous pouvez quand même nous parler de votre enfance? Merci beaucoup. Oui, né à Marsassoum, grandi à Marsassoum. C'est vrai que, comme tout Africain, j'ai pas une enfance facile quand même, parce que j'ai perdu très tôt mon père et je suis l'aîné de la famille. Mais écoutez, je suis resté comme ça, comme quelqu'un à l'abandon, sauf ma mère qui est quand même aussi un enfant unique de ses parents. Et donc, je me suis débrouillé comme ça tout seul dans la vie. Et Dieu merci, donc, par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, voilà, je suis vraiment fier de ce que je suis aujourd'hui. Mais je rappelle que mon enfance n'a pas été facile parce que ça n'a pas été facile. en Afrique, grandir tout seul comme ça, c'est pas facile. Ouais. Effectivement, c'est pas facile. Très bien. Alors, vous venez de le rappeler, vous avez perdu très tôt votre maman. Alors, et comment vous avez quand même pu, vous pouvez nous parler quand même de votre cursus scolaire, étant donné que d'ailleurs, vous avez perdu très tôt pratiquement votre papa. Et quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées? Vous savez, à cette époque, même aujourd'hui, quand on n'a pas les moyens en Afrique, il est très difficile de poursuivre ses études. Et surtout, à l'époque, vraiment, Marsassoum, il n'y avait pas de collège. Beaucoup de jeunes de Marsassoum, après avoir été admis à l'entrée en sixième, sont obligés d'aller à Sédhiou, à Ziguinchor ou ailleurs, dans les grandes villes, pour poursuivre leurs études au collège, etc., après le lycée, après l'université. Et imaginez-vous, voilà, un enfant qui a perdu son père, sa mère est une mère au foyer, qui ne travaille pas, qui n'a pas de ressources. Imaginez-vous comment cet enfant peut réussir à l'école. Difficilement. Mais on a fait avec les moyens de bord. Voilà. Avec les moyens de bord, la vie à Sédhiou, je ne sais pas aujourd'hui, hein, mais ce n'était pas facile pour ceux qui étaient à cette époque à Sédhiou. Mais malgré ça, on s'est battu. La mort de mon père m'a m'a beaucoup marqué parce que j'avais une enfance heureuse lorsque mon père était là, parce qu'il était un petit fonctionnaire, mais quand même, chaque fin du mois, il recevait son salaire et qui arrive à subvenir aux besoins de sa famille et jusqu'au-delà même, aider ceux qui aussi étaient dans des difficultés à cette époque. Mais brutalement, comme ça, on perd ce soutien familial qui était notre père et qu'on ne voyait plus et qu'on n'a pas d'autres revenus. Vous voyez, et ça marque vraiment un enfant que j'étais. Et là, donc, je me suis dit tout de suite que j'ai compris tout de suite la vie, le sens de la vie. Et je me suis dit, alors, je ne suis plus un enfant. Et il fallait que je me batte. Il fallait que je me batte pour que je puisse vraiment réussir dans la vie et aider ma mère, qui est une mère au foyer, qui n'a pas de ressources, voilà. Qui n'a même pas d'autres soutiens aussi hein, à l'époque. Alors, et donc, après avoir pris conscience de cette situation difficile et terrible à la fois, en tant que, bon, malgré que j'étais enfant, mais ma conscience m'a orienté comment vers un travail rigoureux pour pouvoir réussir dans la vie. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à ce que j'ai obtenu mon brevet. Je suis allé au collège Saint-Charles-Wanga
De Parce que, Ziguinchor, oui. tenez aussi, je vais vous expliquer, heureusement que j'avais aussi un capital de décès de mon père à cette époque et qui m'a, Oui, parce que j'ai voulu vraiment aller parce que l'école publique, il n'y avait pas beaucoup de sérieux. Et comme j'avais de effectivement. l'ambition vraiment de rester à l'école et de pouvoir même aller à l'étranger pour suivre mes études, et je Mhm, me dis, il fallait m'inscrire à ce collège et vraiment parce que j'ai été conseillé par un ami qui a mhm, vraiment qui est passé par là, c'est-à-dire il est plus âgé que moi, mais bon, c'était quelqu'un qui avait réussi déjà à cette école. Et mhm. c'est pour ça que j'ai fait mon cursus aussi à Sanserwanga et après j'ai quitté le Sénégal pour aller à l'étranger. J'ai commencé par le Maroc, Effectivement. après en Tunisie. Mhm, En Tunisie, voilà, j'ai fait une école, comment dirais-je, j'ai fait une formation de technicien en maintenance industrielle des années 97-98. Et après, la mhm, suite, voilà, je suis venu ici en France, malgré que je n'avais pas une situation facile aussi en France, mais j'ai opté mhm, quand même à poursuivre les études, à vraiment améliorer mes connaissances et essayer mhm, voilà, de tout faire pour réussir mhm, en France. Et c'est ce que j'ai fait. mhm, Et jusqu'à ce mhm, qu'aujourd'hui, j'ai pu faire des études de sociologie et mhm, sur mon parcours associatif aussi, qu'on va parler tout à l'heure, qui m'a permis mhm. aussi de comprendre beaucoup de choses dans la vie. D'accord, très bien. Comprendre beaucoup de choses dans la vie. Est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, quand même, voilà, d'après ce que vous venez de nous dire, voilà, vous avez quand même passé une enfance assez douloureuse, qui n'est pas du tout facile, d'après le récit que vous nous avez fait tout à l'heure. Mais est-ce que vous pouvez quand même nous, vous rappeler d'un souvenir qui vous a plus marqué pendant votre enfance? Ouais. Oui, les souvenirs, vous savez, il y en a plusieurs. Ouais, il y en a plusieurs, Mhm, mais il faut, et je vais me répéter encore. Vous savez, mhm, le jour où on m'a annoncé le décès de mon père, et ça a mhm, été une journée, vraiment, je me rappelle ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. J'étais enfant, mais c'était une journée noire pour moi. Et mhm. euh, j'ai pas compris. Je me dis, la vie, c'est ainsi. Hein, la vie, je n'ai pas compris. Je me pose la question. Je vois des gens perdre leurs proches, leur père, et moi, et pour Mhm. moi, nous, ça ne m'arrivera pas. Et ça m'est arrivé comme ça, sans que je sois préparé, quoi, vous voyez. Et Effectivement. ça m'a beaucoup marqué quand même. Voilà. Tout à fait, j'imagine. C'est pas du tout facile en fait, effectivement. Alors, vous avez perdu votre papa très tôt, effectivement, donc vous avez quand même passé une enfance assez douloureuse, hein, donc nous n'allons pas revenir là-dessus. Mais par contre, avant de partir en France en 2002, comme vous l'avez souligné, vous évoluez en fait dans quel domaine au Sénégal? Parce que après votre étude, quand même, vous êtes resté assez longtemps au Sénégal normalement, avant de rejoindre Non, l'étranger, notamment le Maroc, non, la Tunisie, comme vous l'avez dit, oui. non, j'ai jamais travaillé au Sénégal. J'ai jamais travaillé au Sénégal parce que je suis parti très tôt au Sénégal. Vous voyez, parce que vous savez, j'avais pensé d'abord à entrer à l'école normale régionale de Ponty, hein, je crois, à l'époque, c'était ça, Ponty. J'avais pensé Mhm, faire ce concours. Mais après, mhm, je me dis, non, il faut poursuivre les études, vous voyez, malgré que c'est pas facile. Et mhm, donc, voilà, j'ai opté. J'ai pas voulu travailler au Sénégal mhm. à ce moment-là parce que le travail, c'était quoi? C'était pour aller enseigner. Hein, c'était la seule opportunité. Effectivement, Hein, tout à fait. être enseignant à l'école élémentaire. Et, Mhm, mais j'avais vraiment beaucoup d'ambition et j'ai mhm. toujours dit que je ne sais pas comment je vais y parvenir, mais je ferai tout pour aller poursuivre mes études à l'étranger. Et À l'étranger. voilà. Mais franchement, ce n'est pas chose facile. Aujourd'hui, je me rends Mhm, compte que avec tout ce que je vois et tout ce que j'ai connu, c'est pas chose facile. Euh, mhm. c'est pour cela que je lance un conseil hein, aux jeunes générations que dans la Oui, vie, il faut jamais désespérer. Voilà.
Il faut Désespéré, jamais d'accord. De toute désespérer, façon, il faut toujours entreprendre et c'est sûr qu'on peut réussir. effectivement. Alors, il faut jamais désespérer. Donc, ce sont des conseils que vous allez donner aux jeunes. Bien sûr, ça, de toute façon, nous allons revenir encore une fois par rapport sur ça, sur des questions migratoires pratiquement sur lesquelles vous êtes en train de travailler actuellement. Alors, pourquoi vous avez quand même choisi d'aller vous installer en France? Pourquoi vous avez choisi la France et non pas un autre pays? Oui, vous savez, la France, comme beaucoup de Sénégalais, hein, on est d'abord un pays francophone, vous voyez. Nous avons, à Mhm, bas âge, nous avons été à l'école française et on a mhm, appris l'histoire française et puis, et voilà, il y avait, c'est comme si nous avons, comment dirais-je, embrassé cette culture, hein, à partir de même de mhm, notre pays d'origine. Et donc, mhm, il y avait comment, cette connaissance de la langue française et un peu mhm, cette histoire de la France, tout ça. Et je me suis dit, euh, je crois que c'est le meilleur endroit qui me mhm. permettait même de beaucoup apprendre et de comprendre encore plus le sens de la vie. Et, C'était un rêve d'enfant ou bien? hein, C'était un rêve pardon? d'enfant ou bien? Euh, non, ce n'était pas un rêve d'enfant parce que lorsque j'étais enfant, mon père Mhm, était là et je n'ai pas cette idée d'aller en France parce qu'à l'époque, voilà, c'est pas ça. À l'époque, mhm, on était fiers de voir les enseignants, les instituteurs, et comme on était mhm, enfant, on était à l'école, on a envie de devenir mhm. instituteur, enseignant, etc. Mais lorsque je suis arrivé en troisième, j'ai mon brevet et mon ambition était Mhm, tout autre, était beaucoup plus que devenir enseignant à l'école élémentaire. J'avais encore mhm, beaucoup d'ambition, beaucoup plus grande que celle que mhm, j'avais lorsque j'étais enfant. Et c'est la raison pour mhm, laquelle, à ce moment de la vie, lorsque je suis d'abord, je suis plus au collège, mais au lycée, et, donc mhm, j'ai compris un peu l'histoire de la France et mhm, j'ai compris les grands intellectuels. Je commence à comprendre, comment dirais-je, à connaître les grands intellectuels français et même sénégalais, hein, comme Léopold Sédar mhm, Senghor, comme Cheikh Anta mhm, Diop, vraiment qui ont fait leurs études mhm. en Europe, en Occident. Et donc, voilà, Effectivement. l'ambition est devenue grande. Je me dis, alors, même si je ne deviens pas comme un certain Cheikh Anta Diop, comme un certain Léopold Sédar Senghor, mais Ouais. je vais aussi aller chercher la connaissance, hein, et elle La est très connaissance, importante. effectivement. Oui. Tout à fait. Alors, voilà, même si vous n'êtes pas devenu, vous n'allez pas devenir comme Cheikh Anta Diop, comme Léopold Sédar Senghor, quand même, vous êtes allé chercher de la connaissance. Je peux dire quand même que d'une part, vous l'avez réussi, étant donné qu'aujourd'hui, voilà, votre nom aujourd'hui traverse les frontières. Alors, vous pouvez tout simplement nous expliquer comment votre intégration à l'étranger, particulièrement en France, est-ce que ça a été quand même facile? Vous pouvez nous expliquer cela? Mon intégration en France, je pourrais être très franc, sans langue de bois, hein, et je peux vous dire que Mhm, ce n'était pas une chose facile, hein, les premières années. mhm, La France, mhm, euh, mhm, c'est un grand pays, et vous savez, mhm, la vie ici, elle est complètement différente de celle de l'Afrique, hein, et c'est ça. Et beaucoup de gens, mhm, quand on arrive ici en France, on est surpris. Voilà. Mais mhm, ce qu'on n'a pas compris, que la vie ici, c'est pas comme chez nous. Parce que pourquoi mhm, chez nous, tout est au ralenti, et les gens ont beaucoup de temps, et même en regardant les gens marcher, on voit que les gens ont vraiment le temps. Or que ici, mhm, c'est pas ça, on voit les gens courir tout le temps, mhm, tout le monde est pressé d'aller, tout le monde a peur d'arriver en retard, tout ça. Mais quand on regarde, mhm, on n'a pas cette culture, on n'a pas ces habitudes, on voit tout ça, mais on se dit, mhm. mais écoutez, est-ce que moi je peux rester ici? Donc voilà.
Mais je vous assure que c'est les premières impressions hein, qui font peur, Ouais. quoi. Et puis, et voilà. Mais J'aimerais bien franchement, ouais, j'aimerais hum, bien que, parce que je sais que, voilà, je suis désolé de vous avoir coupé la parole, excusez-moi. je Alors, vous je en sais que prie. quand même, si vous avez quand même eu l'idée de créer une association ou bien, je ne sais pas, à l'IFSI, peut-être certainement vous avez vécu quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc, avant de revenir sur ça, c'est pour cela que j'ai posé cette question. Donc, parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à nous expliquer par rapport à votre Oui. intégration. Oui, bon, voilà. Ouais. Et c'est vrai, vous savez, vraiment, je suis, voilà, j'ai connu que Paris, hein, lorsque je suis arrivé en Mhm. France, j'ai pas connu beaucoup les provinces. Et après que je voyage, tout le temps, je vais dans les provinces Mhm. et dans les régions, dans la France métropolitaine. Mais Mhm. moi, j'ai connu que vraiment Paris, hein, les premières années. À Mhm. Paris, c'est pas facile. Et ici, qu'est-ce qu'il faut pour réussir? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir son titre de séjour? J'étais en sans-papier, Mhm. comme beaucoup de compatriotes étrangers. Et je Mhm. me suis dit, avec d'autres amis, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on se constitue en collectif pour revendiquer nos droits. Et nous sommes Mhm. dans un pays qui se réclame berceau des droits universels. Mhm. Et donc, en tant qu'êtres humains, en tant que nous sommes des êtres humains sur le sol français, mais Mhm. constituons-nous en collectif et nous allons défendre nos intérêts, nos droits. Et c'est ce qu'on a fait. Mhm. On était quelques-uns. Hein. Il y avait des Maliens, il y avait des Sénégalais, il y avait des Mhm. Ivoiriens. On était à peu près une dizaine de personnes comme ça. Et tout a Mhm. été préparé là où j'étais avec notre ami et cousin. On avait Mhm. commencé à organiser des réunions et ce collectif est parti de là. L'année même que je suis arrivé en France, vous voyez, et à ma grande surprise, hein, au lieu qu'on soit encouragé par nos aînés qu'on a trouvés sur place, qu'est-ce qu'ils font? Comme déjà, l'Africain est toujours dans ce pessimisme, hein, le pessimisme africain, et toujours Mhm. traverse toujours nos veines. Et il nous disait, mais vous perdez votre temps. Ici en France, Mhm. vous n'irez nulle part, vaut mieux d'aller suivre les associations françaises. Mais Effectivement. on était déterminés. Voilà. J'étais Mhm. pas le seul. Hein. Ceux avec qui j'étais, ils étaient aussi déterminés Mhm. comme moi. On voulait aller Mhm. jusqu'au bout. Et, et Dieu a fait qu'aujourd'hui, on reviendra à tout ça. Et c'est comme ça Mhm. qu'on est le collectif des sans-papiers, que j'ai même dirigé depuis 2004, est né à Effectivement. partir de cette année. Et en 2004, on s'est battu jusqu'à ce que nous avons tous obtenu la régularisation administrative en France. En Voilà, et France. D'accord. au fur et à mesure, et après, moi, j'ai quitté à la tête de ce collectif en 2007 et j'ai créé une Mhm. association à l'IFSI, Alternative Île-de-France, pour la solidarité et Mhm. l'intégration, une association qui a été déclarée en préfecture pour être régie par la loi 1901 en France, En France. voilà, en 2010. Mhm. Nous avons créé cette association en 2010 reconnu hein, par la préfecture en 2010. Et c'est comme ça qu'on est Très parti, bien. et dont j'ai été le fondateur de l'association aujourd'hui, qui a accompagné aussi pas mal d'étrangers, des centaines, je ne peux pas compter. On reviendra à tout ça. Effectivement. Et pour vous expliquer Ouais. combien de fois il n'est pas facile de s'intégrer en France, mais Mhm. une volonté de tout un chacun, après avoir compris Mhm. pourquoi je suis dans ce pays et qu'est-ce qu'il faut faire. Mhm. Et franchement, je pense que si on est conscient de cela, Mhm. même si c'est difficile, un jour, on s'en sortira. Voilà. Effectivement. Même si c'est difficile, on s'en sortira. Effectivement, vous avez raison, parce que, voilà, si on vous a, je vous ai posé cette question, effectivement, je sais que évoluer à l'étranger, c'est pas facile, surtout quand on vient pour la première fois. Surtout au niveau de l'intégration, quand même, ça demande beaucoup, beaucoup de patience. Et voilà, donc, patience dont vous avez fait preuve, parce que vous êtes parti depuis 2012 quand même.
Donc, vous vous êtes battu, mais jusqu'à ce que vous avez créé aujourd'hui l'association Alifsi. Donc, Alifsi, comme voilà, c'est une association dont le sigle, c'est, comment dirais-je, euh, euh, Allez-y. Alternative Île-de-France Voilà. pour la solidarité et voilà, l'intégration. Voilà. Donc, Exactement. vous êtes aujourd'hui le président. Donc, quels sont en fait, quels sont les objectifs de Alefsi? Et dans quel D'accord, domaine vous évoluez particulièrement, ouais. oui. Et d'abord, pourquoi nous avons choisi, voilà, on a choisi le mot solidarité et l'intégration Effectivement. euh, sur la dénomination de notre association. Et c'est parce Mhm, que nous pensons que dans la vie, s'il n'y a pas de solidarité, mhm, il n'y a pas de réussite et il n'y a pas de vie paisible aussi. mhm, Parce que c'est ça qui nous manque fortement en Afrique, la solidarité. Parce que je ne dis mhm, pas que les Africains ne sont pas de type solidaire, hein, il n'y a pas de solidarité en Afrique. Mais moi, je mhm, considère mhm, que la solidarité africaine, elle est individuelle, elle n'est pas mhm. collective. Et donc, Collectif. c'est pour ça Mhm, que moi, j'ai créé ce concept de la solidarité collective. Je me dis, il faut qu'en ok. Afrique, qu'on travaille sur la solidarité collective. Et parce que Mhm, mon parcours associatif m'a appris beaucoup de choses ici en France. J'ai mhm, constaté que ici en France, les Africains, les étrangers ne sont pas solidaires. Alors, mhm, notre solidarité, c'est quoi? Par exemple, Sanoussi, M. Sanoussi Diaby, c'est ton parent, c'est ton ami. Bon, mhm, si je peux l'aider individuellement, ça, voilà. Mais pour se mettre en collectif, hein, mhm, pour vraiment aider quelques-uns qui sont dans le besoin en Afrique, mhm. voilà. Et puis, on est venu jusqu'en Europe ici, on n'a pas compris aussi ce sens de la solidarité. Effectivement. Et, De et, la et solidarité. voilà. Et je me dis, il faut que notre association, la dénomination de notre association, il faut qu'on utilise, on emploie ce mot solidarité pour qu'on comprenne très Mhm, bien. Et après, mhm, on a rajouté l'intégration. Parce qu'il dit mhm, intégration, euh, mais qui dit intégration, dit mhm. vie stable. Voilà. Ouais. Parce qu'un étranger, Mhm, pour avoir une vie mhm, stable, il faut d'abord mhm. intégrer la société. Intégré, Intégrer, effectivement. intégrer la société aussi, ça ne veut pas dire d'abandonner sa culture, d'abandonner sa Mhm, langue, d'abandonner mhm, sa coutume, etc., etc. Et mhm, l'intégration, c'est obligatoire si on vient dans un pays d'accueil, un pays mhm, qui vous accueille et vous devez comprendre sa langue, vous mhm, devez comprendre ses codes, vous devez comprendre ses lois et ses règlements, et aussi mhm, vous devez tout faire et pour aussi s'installer mhm, légalement dans ce pays-là, c'est-à-dire avoir ce document qui vous mhm. autorise de s'établir dans ce pays. Et Effectivement. après qu'on obtient, après avoir Mhm, obtenu ce document, on doit chercher un mhm, logement décent, on doit chercher du mhm, travail, et mhm, dès lors qu'on a le titre de séjour, on mhm, comprend la langue, on sait lire et écrire la langue, on a le mhm, logement, on a mhm, le travail. mhm. Moi, je peux dire que cette personne, elle est vraiment intégrée. Alors, quand Intégré, on parle effectivement. de l'intégration aux gens, ils pensent qu'on les insulte. Or, que ce n'est pas ça. Un Mhm, Américain, un Américain du Nord, il vient en France en tant que première mhm. puissance du monde. Il vient en France, Effe- pour s'établir en France, il va apprendre la langue française. C'est obligatoire. Effectivement. Mais vraiment, ce qu'on voit ici en France, moi, je peux dire que vraiment, c'est un drame social. Mhm, C'est un drame mhm, humain, même entre guillemets, hein, parce qu'on a tué mhm. personne. Mais on voit des gens ici, 40 ans, 30 ans, ils ne savent même pas lire et écrire. Alors, Écrire, c'est bien sûr. moi je n'ai pas ma langue dans ma poche. Ça ne doit pas Ouais. être un tabou pour se dire la vérité.
et pour pouvoir aussi avancer dans la vie, pour se faire respecter dans ce pays. Alors, moi, je vois que nous, on a fait ce qu'il fallait lorsque Sarkozy avait annoncé en 2002, il était devenu ministre de l'Intérieur, il va utiliser le charter pour envoyer tous ces immigrés clandestins dans leur pays. Et c'est ça qui nous a poussé de se constituer et créer cette association et ce collectif et mobiliser avec les Français pour pouvoir tordre le bras de Sarkozy. Mais on a vu que beaucoup d'Africains qui étaient là, qui avaient le titre de séjour, qui avaient même la naturalisation, la nationalité française, on va pas venir soutenir cette grande manifestation. Et ça, c'est déplorable. C'est les Blancs, toujours quand on parle de manifestation des sans-papiers, mais on voit beaucoup plus des Français de souche, hein, des Blancs, que même nous, étrangers. Ça, c'est dommage. Et c'est pour cela que je dis, on n'a pas compris le mot solidarité. Voilà. Solidarité, effectivement. Oui. Voilà. Donc, il est très important qu'on puisse intégrer en France quand on arrive en France, parce que beaucoup de personnes qui sont ici aujourd'hui, c'est déplorable parce qu'ils n'ont pas compris qu'il existe ici des cours, hein, ce qu'on appelle des cours municipaux pour adultes. Même si on a 60 ans, on veut apprendre, on peut toujours apprendre ici en France. Vraiment, ça, il y a tout ce qu'il faut pour réussir. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est facile de réussir ici en France, c'est pas facile quand même. Mais quand on est sur le français, il y a tous les leviers pour vraiment s'en sortir au lieu de faire des choses illégales. On peut aller se former, on peut aller chercher du travail. Dès qu'on a un métier, on a un diplôme, on peut pouvoir chercher du travail et le trouver. Même si ce n'est pas facile, hein, il faut le répéter encore. Voilà. D'accord, très bien. Alors, après vous êtes organisé en association reconnue par la loi, comme vous l'avez souligné ici, parce que vous êtes une association reconnue par la loi française. Avez-vous eu des contacts officiels et les soutiens des autorités françaises? Oui, si on sait que l'association a été née vraiment, voilà, parce que c'était avec, lorsque Nicolas Sarkozy était au pouvoir, et voilà, là, si on sait l'homme, comment il se comportait avec les étrangers, est-ce que ça a été quand même facile, la reconnaissance de votre, voilà, association? Oui, notre combat a payé, parce que pourquoi je dis le combat a payé? Parce qu'en 2002, après cette grande mobilisation, Nicolas Sarkozy était obligé d'instruire le préfet de recevoir une délégation des sans-papiers. Et en même temps, il a instruit aussi son cabinet de nous recevoir. Et même on était sans papier, on a été reçu au cabinet du ministre de l'Intérieur de Sarkozy à l'époque. Et tout est parti de là. Et depuis cette année-là, il a instruit au préfet de l'époque de pouvoir travailler avec nous. Vous voyez? Et donc, ça a continué grâce à ce combat. Jusqu'à aujourd'hui, cette relation de travail existe entre la préfecture de police de Paris et notre association, malgré que j'ai quitté ce collectif, mais j'ai créé une association dénommée ALICI, Alternative Île-de-France, pour la solidarité et l'intégration. Et cette association a été reçue plusieurs fois aussi au cabinet du président Sarkozy, parce que l'association, on l'a créée en 2007. Ce n'était pas une association reconnue par la loi 1901, mais c'est une association qui était tolérée et que, comme on était connus, j'étais connu personnellement aussi, et nous avons pu nous battre pour avoir des rencontres, des audiences au cabinet du ministre de l'Intérieur et pour essayer toujours de parler sur la situation des migrants. C'est en ce moment qu'on a été reçu en novembre 2007, c'est-à-dire l'année où Sarkozy a été élu président, et que les échanges ont continué. Après, voilà, nous avons été, ils ont instruit la préfecture de police de Paris de nous recevoir et de continuer à travailler avec nous. Et qu'aujourd'hui,
cette relation de travail a continué, hein, même si Sarkozy a quitté le pouvoir, il y avait le président Hollande qui était venu. Tous les ministres de Hollande, les ministres de l'Intérieur de M. Hollande, c'est-à-dire de M. Valls, hein, et puis, oui, après, il y avait M. Cazeneuve qui était venu. Tous ces ministres de l'Intérieur d'alors avaient reçu notre association au cabinet. Et ça continue, hein, jusqu'à aujourd'hui. L'association travaille toujours sur le terrain, essaie de sensibiliser nos compatriotes étrangers, vraiment du respect des lois et règlements de ce pays, mais aussi de réclamer les droits, parce qu'en tant qu'être humain, on doit être sur le sol français et ne pas être considéré comme étant être humain. Donc, il faut dénoncer ça aussi vigoureusement, mais aussi respecter les lois et règlements de ce pays. Voilà, parce que s'il y a l'anarchie dans le pays, tout le monde en paiera le coup cassé. Donc, moi, j'aimerais quand même qu'on ait un État fort et que tout le monde doit respecter les lois et règlements, mais aussi que l'État soit aussi là pour tout le monde, hein, sans discrimination, etc. Voilà. Ouais, tout à fait. C'est ça. Alors, et vous pouvez nous expliquer pourquoi, en fait, vous avez quitté votre premier mouvement que vous avez créé avec vos amis et que vous êtes parti tout seul créer Alefsi. Vous pouvez nous expliquer cela? Ah oui, très bien. Moi, j'ai quitté à la tête du collectif de sans-papiers. Hein. C'était un grand collectif à l'époque. On avait plus de 2400 adhérents et on organisait des grandes manifestations dans les rues de Paris, dont j'étais le président. Je l'ai quitté parce que à un moment donné, on n'a pas la même vision. Vous savez, moi, j'aimerais quand même qu'il y ait la lutte, c'est se battre, hein, sur le terrain, mais en réclamant les droits, ben, il faut aussi savoir qu'on a les devoirs. Vous voyez, moi, je ne suis pas dans ce juste-boutisme-là, hein, de toujours se dire que oui, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Mais en contrepartie, toi, qu'est-ce que tu vas apporter pour le pays en contrepartie? Qu'est-ce que tu dois faire? Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu amener le collectif sur ce terrain-là. Comme il y avait certains radicaux, hein, qui étaient des gens vraiment très durs, je ne veux pas parler de leur nationalité, mais c'est des amis. Hein, on se voit toujours, on s'appelle tout le temps. Hein, ils sont toujours dans le radicalisme. Hein. Et moi, je me dis, entre guillemets, c'est-à-dire, ils n'agressent personne, hein, mais ils font des manifestations, j'allais dire, un peu non autorisées, et puis aussi d'une manière comme l'extrême droite, l'extrême gauche, etc. Sa façon de faire le combat associatif. Et moi, j'ai quitté parce que je voulais mettre en place une association crédible et qui a une autre vision de la lutte. Une autre vision de la lutte, c'est quoi? C'est que les étrangers qui viennent ici en France, beaucoup sont en marge de la société. Beaucoup sont en marge de la société. Et pour faire comprendre ces étrangers, qu'est-ce qu'il faut pour réussir dans ce pays? C'est pas seulement leur emmener dans la rue, la lutte, vivre, voilà, la régularisation de tous, etc. Ce slogan-là, vous pouvez le chanter tout le temps, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces gens puissent rapidement reprendre le chemin de l'école, pour ceux qui ne savent pas lire et écrire, ceux qui ont le diplôme, qui veulent poursuivre les études supérieures, comment les aider à s'inscrire à l'université, les accompagner pour avoir le titre de séjour. Et ceux qui sont là, ils veulent apprendre un métier, comment les accompagner? Il y a des structures ici, comment les accompagner pour pouvoir apprendre un métier? Parce que c'est ça le gros problème en France. Beaucoup de nos compatriotes étrangers sont ici sans métier, sans rien. On veut toujours travailler avec notre force, avec, voilà, être toujours comme des ouvriers, même si on est ouvrier, mais quand on a une qualification, quand même, on est respecté. Voilà, mais sans qualification, il y en a, ça ne peut pas, c'est incontable, hein, on ne peut pas
énumérer ce nombre. Et alors, aujourd'hui, Dieu merci, cette association a accompagné beaucoup d'étrangers. D'abord, des femmes, hein, surtout des jeunes femmes. Vous savez, les femmes, même si elles réclament l'égalité avec les hommes, et je suis d'accord, je leur soutiens, mais elles sont fragiles. Pas comme nous les hommes, elles sont fragiles. Et aujourd'hui, nous accompagnons les femmes à se former. Vous voyez, il y a des possibilités de pouvoir trouver une formation et diplômante et qui leur permet d'avoir accès à l'emploi. Vous voyez, et en même temps, il y a aussi beaucoup de garçons aussi qui sont là et qui veulent apprendre des métiers, beaucoup de métiers, l'électricité par exemple, la plomberie, et la pâtisserie, la restauration, etc., etc. Et il y a tellement tous ces métiers que vous pouvez bénéficier sans sortir vraiment de l'argent, quoi. Vous voyez, et que c'est un diplôme d'État qui vous sera délivré après la fin de votre formation. Et donc, nous, on est dans cette dynamique. On est dans cette dynamique-là et qui fait qu'aujourd'hui, les autorités françaises apprécient beaucoup notre démarche et nous soutiennent fortement parce que ça aide beaucoup la France. Et qui connaît la France, qui connaît Paris, qui connaît dans le 18e à Barbès ou à Châteaurouge ou à, je ne sais pas, à Château-d'Eau, par exemple. Quand on va là-bas, on trouve les immigrés. Vraiment, on se dit, il faut qu'on fasse tout pour que les gens se forment et aller travailler au lieu de rester comme ça dans l'informel comme en Afrique. Et ça, j'ai horreur de voir ça. C'est des images que vraiment, c'est pas joli à voir. Des images qui ne sont pas jolies à voir, donc comme vous le soulignez, M. Madi Gassama. Donc, pour ceux qui viennent de nous suivre, je rappelle que nous sommes aujourd'hui avec M. Madi Gassama, président et membre fondateur du mouvement Alifsi. Alors, au-delà de la France, M. Madi Gassama, en Europe par exemple, avez-vous initié des actions similaires? Donc, vous venez de citer comme ça, en dehors de la France. Ah non, en dehors de la France, c'est un peu compliqué de mener des actions similaires. J'ai été en Italie avant la pandémie, avant cette pandémie. Bon, j'étais pour d'autres programmes, hein, mais en même temps, j'ai profité rencontrer des Sénégalais qui sont là-bas, qui s'organisent aussi pour se battre et pour se faire régulariser. Et j'ai beaucoup échangé. Ils m'ont connu à travers les réseaux sociaux et à travers mon combat associatif. Et ils ont voulu vraiment que je puisse échanger avec eux et qu'ils puissent s'appuyer sur notre expérience et pour les aider à vraiment à s'implanter davantage en Italie et de pouvoir vraiment revendiquer leurs droits. Et en même temps, j'ai commencé ce voyage, je comptais aller en Espagne. Bon, malheureusement, il y avait la pandémie, donc ce n'était pas facile. Mais en Europe, ce n'est pas facile. Hein. Ça dépend, tout dépend des personnes qui y vivent. Hein, parce que si vous croisez les bras, je vous dis, M. Sanusi, ce n'était pas facile pour nous. Mais on s'est battu pendant 2 ans, 3 ans avant de commencer à récolter les fruits de la lutte. Vous voyez, un Africain, si tu lui dis, vous allez vous battre 1 an, 2 ans, 3 ans, mais il va dire que mais moi, je n'ai pas ce temps, je vais travailler pour gagner de l'argent. Or que ça peut pas vous empêcher d'aller travailler. Vous pouvez travailler en même temps s'organiser pour faire vos combats associatifs. Et comme nous, l'impatience, c'est notre maladie, en Afrique, on va toujours tout de suite préparer à manger, tout de suite se mettre autour de la table pour manger. Et on ne va pas semer aujourd'hui pour que d'autres puissent en bénéficier. Non, on va en profiter tout de suite. C'est dommage. Effectivement. Ouais. Alors, c'est dommage. Dans ce projet qui ambitionne en fait de fixer des jeunes dans leur territoire, aurez-vous de soutien des autorités françaises et européennes? Parce que là, pour le soutien des autorités françaises, effectivement, vous l'avez souligné,
notamment les premiers ministres qui sont tous passés par là. Mais par contre, est-ce que vous avez des soutiens aussi des autorités européennes en général? Vous savez, moi, je me rappelle très bien, le 31 janvier 2008, j'ai été reçu à l'Élysée par le conseil spécial de M. Sarkozy, qui était le président. C'est ce conseiller qui a écrit toutes ces lois en immigration. Il s'appelle M. Maxime Tandonnet. Et j'ai beaucoup échangé avec lui comment faire pour aider les jeunes qui sont à cette époque. Ça fait 10 ans déjà, hein, j'imaginais ça. Et il a salué l'initiative que j'ai prise. Il était très, très content lors de notre entretien à l'Élysée. Et alors, il m'a mis en rapport avec M. Basile Boli, qui était un ancien international, qui avait aussi créé une grande association que Sarkozy avait beaucoup financée pour aider ceux qui vraiment veulent aller investir en Afrique, pour retourner, ou aussi aider les jeunes en Afrique. Et donc, je suis allé voir M. Basile Boli parce que j'ai été recommandé par M. Maxime Tandonnet, cette année-là. Je l'ai rencontré dans son bureau, on a échangé, mais malheureusement, Basile Boli n'a pas, voilà, et après il a quitté la tête par des malversations, je ne sais pas, financières, il y avait des problèmes, beaucoup d'argent qui ont volé à l'éclat, et finalement, l'association n'a pas marché. Et moi, j'ai continué toujours à me battre et pour pouvoir aider surtout les jeunes qui sont au pays. Et tout récemment, j'ai pris l'initiative de faire venir les jeunes ici en Europe pour les former. J'ai commencé avec la directrice de l'OFI. L'OFI, c'est Office français de l'immigration et de l'intégration. D'ailleurs, qui est une amie. Hein. Elle s'appelle Madame Dominique Menza, qui était à Dakar. D'ailleurs, elle est rentrée en France. Voilà, je vous ai suivi même à Dakar lorsque vous étiez là-bas avec elle. Vous êtes allé à sa rencontre. Voilà. Et donc, il y a des jeunes qui venaient ici. Après la formation, vous ne pouvez pas rester en France, à condition qu'il y a un employeur qui veut vous garder, vous embaucher. Mais vous avez l'obligation de retourner au pays pour travailler. Et c'est l'OFI qui, auprès de l'État sénégalais, l'OFI fait tout pour que vous puissiez trouver du travail au Sénégal. Donc, il y avait des jeunes qui sont venus et ils ont disparu dans la nature. Et d'ailleurs, j'ai même été, comment dirais-je, j'ai même été mandaté par un de mes voyages par Madame Menza pour que ce jeune puisse tout faire pour retourner parce qu'ils vont gâcher la chance des autres. Vous voyez? Et donc, le jeune, je l'ai appelé à mon retour, il m'a dit non, écoutez, il m'a rapproché, il m'a dit je ne suis même pas à Paris, je suis très loin de Paris. Donc, il y a quelques jeunes qui sont venus, qui n'ont pas voulu retourner, il y a d'autres qui sont repartis. Et finalement, cette possibilité existe toujours pour que des jeunes, parce qu'il faut vraiment que les jeunes soient bien formés. Et quand on est bien formé, il y a toujours quelque chose à faire au pays. Il ne faut pas dire forcément que c'est en France que je vais réussir dans ma vie. Tu peux réussir au pays et venir vendre tes produits ou bien venir faire des séminaires ici et venir vraiment voyager partout dans le monde. Vous voyez. Et donc, mais il faut apprendre quelque chose. Et on était dans cette dynamique avec l'Office français de l'immigration. J'ai été reçu par son directeur général ici, qui s'appelle M. Didier Leski, qui m'a reçu aussi dans son bureau, on en a parlé. Il m'a mis en contact avec ses sous-directeurs pour que nous puissions travailler. Même les jeunes qui sont là, qui ont des projets qui puissent être financés. Mais ce n'est pas facile. Vous savez, quand on est avec nos frères africains, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est la raison pour laquelle il faut que nous tous, qu'on se mobilise pour conscientiser les jeunes générations, vraiment, comprendre un peu comment le monde fonctionne.
Et tant qu'on ne comprend pas ça, on aura toujours du mal. Il n'y aura pas un président qui viendra en Afrique ou au Sénégal qui puisse nous faire développer. Ce n'est pas possible tant que nous n'avons pas de comportement. Moi, les gens parlent de qui moi, je suis avec, dans la coalition, on en parlera, hein, la politique, on va en parler. Mais il faut d'abord travailler pour faire changer les mentalités et les comportements. Voilà, sinon le projet est toujours là et il y a des possibilités de venir faire des formations, mais de pouvoir retourner pour servir son pays. Effectivement, de pouvoir retourner pour servir son pays. Parce que normalement, voilà, donc d'après ce que vous venez de nous expliquer, d'après ce que j'ai compris, voilà, vous aidez les jeunes à s'intégrer, à trouver de l'emploi, effectivement. Mais sachez aussi que forcément, normalement, je pense qu'il y a un plan qui est aussi prévu pour des gens qui ne parviennent pas quand même à réussir dans leur vie en France surtout. Parce que la France n'est pas faite pour tout le monde. Il y a des gens, forcément, on peut leur chercher tous les moyens pour réussir. Par contre, ils vivent dans des situations vraiment pas du tout catholiques, comme on le dit. Alors, est-ce que vous avez quand même prévu quelque chose, un plan de retour volontaire pour ces jeunes, par exemple, qui sont en train de vivre des situations précaires en France? Oui, c'est ce que je venais de dire. J'ai été reçu par le directeur. Vous savez, c'est l'OFII qui s'occupe de ça. Hein. L'OFII, c'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Voilà, c'est une structure de l'administration affiliée au ministère de l'Intérieur qui travaille sur ce terrain-là. Hein. Même le regroupement familial, tout ça, ça passe par l'OFII d'abord. Et alors, il y avait tout. Il y a de l'argent, il y a les moyens. Alors, ils nous ont chargés vraiment d'être vraiment des interlocuteurs auprès de nos compatriotes étrangers. Et on a pu accompagner que 3 personnes. Hein, 3 personnes. Mais il y a des gens, ils décident, mais après, au dernier moment, ils renoncent. Les 3 personnes, premièrement, c'est le Sénégal. Hein, la première personne, je vais vous dire, sans citer son nom, hein, il a fait 20 ans ici en France. 20 ans. Mais si tu le vois ici, vraiment, toi-même, tu as piqué de lui. Vraiment, il était dans un état lamentable. Après avoir vécu en France pendant 20 ans. Et vous savez, il venait me voir dans mon association pour l'accompagner à obtenir son titre de séjour. Et ce monsieur, il n'était pas, comment dirais-je, ici, il y a les critères, hein, les critères de régularisation. Hein, si vous voulez, on peut aussi en parler. Hein, comment faire pour obtenir un titre de séjour en France. Et lui, malgré qu'il a fait 20 ans, mais il ne répond à aucun critère. Parce que d'abord, il n'a pas de preuve de présence. Les preuves de présence en France, c'est quoi? Ce sont des documents administratifs qu'il faut à tout prix chercher et conserver, qui vont justifier aux yeux de la préfecture le moment du dépôt de votre dossier comme étant des preuves de présence en France. Et lui, je ne sais pas, peut-être qu'il a tout perdu parce que bon, quand on boit beaucoup aussi, l'alcool aussi a des inconvénients. De ça, on peut tout perdre. Hein. Alors, le jour qu'il a perdu son ami, avec qui il partageait leur chambre, le jour que cet ami est décédé, je crois que le lendemain, il est venu me voir. Il m'a dit, Monsieur Gassama, moi j'ai décidé de partir. Ouais. De retourner au pays. La mort de mon ami, vraiment, je ne veux pas mourir dans ce pays. Et je t'assure, j'ai préparé rapidement son dossier, j'ai prévenu la préfecture pour accélérer. Tout est parti très vite. Il a obtenu mon premier financement pour la zone de poste. Il est arrivé à Dakar. Je l'ai mis en contact avec la directrice de l'OFII. Moi-même, j'étais à Dakar. J'ai tout fait pour qu'on accélère. Il est aujourd'hui à Rufix. Il a une quincaillerie là-bas. Mais un de mes voyages, à chaque fois, je l'appelle pour le voir. Il vient me voir à Sacré-Cœur. Et je ne l'ai pas reconnu. Il a changé. Il a changé. Il est devenu vraiment. J'ai dit, mais toi, tu n'es pas bien en France quand même. Tu es bien ici quand même. Vraiment. Il a une quincaillerie qui marche bien. Il m'a dit, mais monsieur Gassama, merci. Je remercie Dieu, mais je vous remercie parce que grâce à vous, aujourd'hui, voilà, j'ai pu retrouver ma famille, ma femme, mes enfants, mes filles se sont mariées même. Je ne les ai même pas vus grandir.
Voilà. Imaginez-vous. C'est déplorable, ça, Voilà. vraiment. Ouais. Effectivement, 20 ans en Europe, donc ça ne veut pas dire que forcément ça doit réveiller un tout petit peu les jeunes aujourd'hui, surtout qui prennent la pirogue. Donc nous allons revenir sur ça. Voilà, qui pensent que l'Eldorado, pour ne pas dire la belle vie, ça se trouve en Europe. Regardez l'exemple de ce monsieur qui a vécu 20 ans en Europe, pourtant il n'a pas pu avoir une vie assez décente. Mais une fois qu'il est retourné au Sénégal, voilà, donc il a retrouvé quand même la belle vie aujourd'hui comme Ouais. vous venez de le témoigner. Donc, c'est tout simplement pour dire qu'en fait, les gens qui sont en train de se sacrifier, il y a des gens qui prennent des millions et investissent tout simplement dans les voyages pour partir en Europe. Et malheureusement, si par exemple ces millions-là, ils avaient investi ça quelque part, ça pouvait leur servir à quelque chose. Donc, en dehors des contacts que vous avez avec les autorités, comment entrez-vous en contact en fait avec, pour rencontrer ces jeunes? Comment vous faites pour les rencontrer? Vous savez, mon association a un siège ici à Paris, hein, pas loin de chez moi, d'ailleurs, dans le 12e arrondissement. Euh, tous les samedis, j'ai une permanence quand même, j'ai une permanence où des gens venaient me voir. Vraiment, notre association est beaucoup sollicitée. Hein, et tous les jours, nos téléphones sonnent sans arrêt. Hein, et, et les gens venaient nous voir, chacun vient avec son problème, avec son dossier. Et c'est là où on les reçoit, on les écoute, on leur demande leur parcours en France depuis leur arrivée, et pour avoir une idée sur laquelle on va essayer d'orienter leur dossier. Et ces jeunes, ces personnes, ce n'est pas seulement les jeunes, hein, on en trouve même des personnes d'une cinquantaine d'années hein, déjà. Et donc, c'est comme ça qu'on reçoit les gens parce que notre association est beaucoup connue, hein, surtout en région parisienne. C'est pas seulement les Sénégalais, hein, il y a toutes les nationalités quand même. Voilà. Et c'est en fonction de chacun sa situation, son parcours, et on essaie de préparer, de se mettre en place un dossier et essayer de l'accompagner. Voilà, c'est quand on oriente son dossier selon ce qui est dans le dossier. D'accord, très bien. Et vous travaillez quand même en étroite synergie, pardon, avec les autorités sénégalaises qui sont là-bas, notamment le consulat ou bien les ambassadeurs du Sénégal en France. Non, vous savez, l'Afrique, toujours, c'est ça le problème. Si on a affaire avec le consulat, c'est que on va le revoir pour que le consul ne délivre pas un laissez-passer pour expulser un compatriote. Et parce que le dernier recours, parfois, c'est au niveau du consulat hein, qui délivre le laissez-passer pour faire partir les gens. Bon, moi, personnellement, ça me fait pas quand même plaisir. Hein. C'est pas une gaieté de cœur quoi, de voir quelqu'un qui n'est pas prêt à rentrer et que par force, on essaie de l'amener. Et souvent, on les rencontre dans ces circonstances. Souvent, ça ne se passe pas bien parce qu'ils ne nous reçoivent pas bien et ils essaient quand même de nous faire croire qu'ils ne sont pas là pour expulser les gens et que nous, on les accuse à l'avance comme quoi ils facilitent l'expulsion des Sénégalais. Alors, le consulat, j'ai pas, même si je connais bien le consul actuel, même le consul qui était là et avec qui j'avais de bonnes relations aussi, mais malheureusement qui est décédé, je crois, récemment, M. Léopold Faye. Mais sincèrement, nous sommes très en retard ici, les représentations diplomatiques. Et moi, je ne sais pas, parce qu'ils n'ont pas de moyens, c'est ça. Mais moi, je suis beaucoup sollicité par assistant social hein, qui travaille beaucoup au consulat, qui est submergé parfois des compatriotes sénégalais qui viennent la voir pour beaucoup de problèmes qu'il traverse ici en France. Et lui aussi, parfois, il les oriente vers moi pour essayer de voir ensemble comment on peut les aider. Surtout les étudiants aussi qui viennent ici avec des visas de court séjour, mais qui ont l'ambition de poursuivre les études. Mais c'est des gens aussi que nous accompagnons. Il y a beaucoup même aujourd'hui, d'autres ont leur doctorat hein, grâce
aussi à l'accompagnement de notre Tout à fait. association. Ils ont pu avoir le doctorat, d'autres sont doctorants encore, hein, ils ne font pas le doctorat, Ouais, d'autres sont en master effectivement. 1, master 2, etc. Voilà, ça fait plaisir de voir des gens qui ont vraiment ce courage quand même de poursuivre les études pour avoir des grands diplômes. Tout à Et fait, tout à fait. voilà. Tout à fait. C'est une fierté vraiment de voir que voilà, vous êtes parti en France et vous êtes installé Mm, là-bas aujourd'hui. Votre mm. service, vous êtes au service des autres, c'est vraiment à saluer, une initiative qu'on doit saluer vraiment et à pérenniser aussi. Alors, comment faire pour entrer en contact avec Alifci, si par exemple on a besoin d'entrer en contact avec vous? Voilà. À l'IFSI, nous avons un site d'information où il y a l'adresse mail à l'IFSI. Hein. On Mhm, a un administrateur qui s'occupe de ça. mhm, Et sauf que ces derniers temps, ça fait longtemps, il n'y a pas de mise à jour. Alors, on fonctionne beaucoup maintenant sur la page Facebook. Et mhm, de toute façon, nous avons ce site-là. À partir de ce site, on a toutes nos coordonnées hein, là-bas, des coordonnées, par exemple, comment dire, l'adresse mhm. mail de l'IFSI, mais aussi l'adresse postale de l'IFSI. Et Alifci. aussi, voilà, on peut même voir aussi, je crois,